Bonjour à tous. Alors, merci de nous rejoindre ce soir. Et puis aussi, merci de vous intéresser à la rééducation maxillofaciale, hein. C'est un vaste sujet, sous-estimé, sous-développé et qui manque terriblement de rééducateurs formés. Voilà, ça je l'ai dit. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aborder le bruxisme ce soir? Parce que, comme le disait Nicolas, c'est un phénomène qui est fréquent, qu'on va retrouver facilement dans la population et dont les signes cliniques sont plutôt faciles à identifier. Et avec cette présentation, j'aimerais permettre à des professionnels non spécialisés en maxillo de comprendre ce comportement, de prendre en charge certaines manifestations et puis, si besoin, d'être à même de réorienter le patient. Et puis, si certains d'entre vous sont déjà spécialisés en maxillo, vous me pardonnerez peut-être certains raccourcis que je vais prendre. Mais bon, le sujet est vaste et on n'a qu'une heure, hein. Alors, dans quelles circonstances pouvons-nous être amenés à incriminer un éventuel bruxisme? D'abord, bien sûr, chez tous les patients qui se plaignent de douleurs ou de dysfonctionnement de l'appareil mandibulateur, mais aussi, par exemple, en cas de céphalée de tension ou de cervicalgie récidivante. Ou alors parfois, ce sera un dentiste qui va nous envoyer un patient qui brise ses prothèses, ou alors un étudiant en période d'examen qui n'arrive pas à ouvrir la bouche. Voilà, donc c'est assez varié. Alors, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le bruxisme? Par définition, le bruxisme est un comportement sans but physiologique qui se manifeste par des contractions involontaires et inconscientes des muscles masticateurs. On dit que c'est une parafonction, comme le fait de se ronger les ongles ou de se mordiller les lèvres ou des objets. Et en fait, une parafonction met en œuvre les mêmes phénomènes qu'une praxie, mais involontairement, à savoir que la répétition du geste engendre une boucle motrice automatisée. Et ces phénomènes d'habituation s'installent d'autant plus rapidement au niveau de la bouche que la sphère orale est un lieu privilégié de sensations plaisantes et apaisantes. Alors, il faut aussi avoir à l'esprit que l'appareil mandibulateur, c'est-à-dire les dents et les articulations, ne sont pas conçus pour subir des contraintes prolongées. Normalement, la mandibule, c'est comme une balançoire suspendue et les dents n'entrent en contact les unes avec les autres qu'une vingtaine de minutes par jour lors de la déglutition ou de la mastication. Et c'est la répétition et la persistance de ces contacts au plus haut qui vont conférer au bruxisme son côté pathogène. Alors, on distingue différents types de bruxisme. Alors, par exemple, selon le type de contraction, on a le bruxisme centré, qui est dû à des contractions prolongées, intenses des muscles masticateurs, sans déplacement des pièces osseuses. Et là, on a un axe de travail articulaire qui est respecté, mais avec des forces excessives. Et ce bruxisme centré, il est probablement plus fréquent de jour. Et puis, on a le bruxisme excentré, c'est le grincement de dents, qui génère, lui, des contraintes horizontales qui sont contraignantes pour les structures dentaires, en particulier les prothèses. Et lui, il serait plutôt nocturne. On distingue aussi différents bruxismes en fonction de l'état de conscience dans lequel il s'exerce, avec un bruxisme de l'éveil, donc on vient juste de le voir, hein, qui est plutôt une activité de serrage dentaire, qui est limitée dans le temps, souvent en réponse musculaire à un stress ou à de la concentration. Il est plutôt moins fréquent et moins destructeur que le bruxisme nocturne, parce que le sujet peut arriver à se contrôler. Et puis on a un bruxisme du sommeil, qui est une activité de serrage, accompagnée ou non de grincement de dents, qui, lorsqu'il est modéré, peut être considéré comme un phénomène normal dans l'alternance veille-sommeil. On va le retrouver chez à peu près 60% de la population. Mais chez les bruxomanes, cette activité des muscles masticateurs est 3 fois plus importante en termes de fréquence et d'amplitude. Et d'ailleurs, le bruxisme est inscrit dans la classification internationale des troubles du sommeil. Alors, on distingue aussi le bruxisme en fonction de son étiologie. On a un bruxisme primaire, l'idiopathique, qui est le plus fréquent,
On dit qu'il est primaire lorsque ce phénomène n'est pas associé à une cause médicale. Il s'agirait là d'une exaspération d'un réflexe archaïque en relation avec des troubles anxieux, ventilatoires ou comportementaux. Et chez l'enfant, il serait même physiologique, avec un rôle dans la croissance des arcades par stimulation de l'os alvéolaire. Et puis on a le bruxisme secondaire. Alors secondaire, là, des troubles neurologiques, comme dans le Parkinson, vous savez, l'Alzheimer, l'autisme, mais aussi dans l'hyperthyroïdie. Il peut être aussi secondaire aux troubles du sommeil. Dans les syndromes d'apnée du sommeil, le bruxisme pourrait être un phénomène compensateur du point de vue ventilatoire, ce qui explique leur association fréquente. Et puis, le bruxisme peut être secondaire à la prise de certains médicaments, les antidépresseurs, les psychotropes, les neuroleptiques, ou la prise de certaines substances, tabac, alcool, mais aussi cocaïne, amphétamine, etc. Alors, est-ce que c'est fréquent le bruxisme? C'est un petit peu difficile de préciser l'épidémiologie parce qu'en fait, les moyens d'investigation ne sont pas harmonisés. C'est un comportement qui est fréquent, mais souvent inconscient. Donc, on pense que le pourcentage de bruxeurs est sous-estimé. De façon générale, la prévalence du bruxisme diurne semble être de l'ordre de 25% et du bruxisme nocturne de 10%, avec une prédominance chez les 20-50 ans et une prévalence qui diminue avec l'âge. Et on ne retrouve pas de différence significative entre les hommes et les femmes. Mais il y a certains auteurs qui disent, par exemple, que 100% de la population serait atteinte de bruxisme à un moment ou l'autre de sa vie. Alors, donc, pour résumer, le bruxisme est un comportement fréquent, inconscient, physiologique, mais qui peut s'emballer. Alors, voyons maintenant quels pourraient être les facteurs de cet emballement. Donc, il y a plusieurs pistes, ce n'est pas super bien défini. On a longtemps pensé que la gêne occasionnée par certains troubles occlusaux affectait le système nerveux central et créait une espèce de feedback défavorable pour supprimer les prématurités ou les interférences trop importantes et pour libérer le mouvement mandibulaire. Bon, c'était une théorie plutôt satisfaisante. Malheureusement, les études se rejoignent pour dire qu'il n'y a pas de relation directe entre le bruxisme de l'adulte et les problèmes occlusaux et que finalement, le schéma occlusal a peu d'effet sur le bruxisme. Une autre piste... Ah bah zut, c'est pas passé. Hop, pardon. Alors, il y a une autre piste, c'est la relation entre le bruxisme et le stress. Vous savez que le stress est la réponse physiologique d'un individu aux stimuli environnementaux et que ce stress se traduit entre autres par une hyperréactivité musculaire destinée à une attitude de fuite ou de défense. Si les stimuli se prolongent, on a un stress chronique qui s'installe avec une réponse qui est moins intense mais qui devient permanente. Et comme toutes les sensations plaisantes, le bruxisme ou les autres parafonctions orales atténuent la réaction au stress. Et du fait de ces liens avec le système limbique, l'appareil manducateur serait une soupape du stress et donc le bruxisme, un mécanisme pour libérer les tensions en situation d'angoisse. Voilà. Et on a aussi évoqué la possibilité d'une relation entre le bruxisme et la personnalité. Bon, il serait plutôt rattaché à des personnes introverties qui auraient plus tendance à la dépression ou à l'instabilité émotionnelle. Bon, pourquoi pas. Après, on va quand même éviter les raccourcis. Les études qui vont dans ce sens ont plus d'une cinquantaine d'années. Et voilà, rien n'a été étudié récemment. Voilà, ça reste des suppositions. Alors, deux concepts sont avancés pour expliquer la genèse du bruxisme. La théorie Tégosis et le bruxisme en tant que trouble du sommeil. Alors, selon la théorie Tégosis, le bruxisme, donc apparemment sans but fonctionnel chez l'homme, serait une habitude instinctive
héritée qui aurait une signification plutôt biologique que pathologique. Et l'idée principe, c'est que dans le monde animal, le grincement des dents est une habitude instinctive qui permet aux animaux de garder des dents pointues et perçantes, d'améliorer les contacts dentaires et de maintenir la force de la mâchoire, qui est nécessaire à leur survie. Et cette habitude s'accentue bien sûr en présence de tensions internes ou externes, chose qu'on peut facilement rapprocher au stress chez l'homme. Voilà. Et cette théorie pourrait expliquer le fait qu'une activité masticatrice soit mise en évidence pendant le sommeil chez une grande partie de la population. Et elle permettrait aussi de faire le lien entre le bruxisme et le stress, ainsi qu'avec d'autres facteurs psychogènes. Bon, en tout cas, c'est une théorie qui est plutôt, voilà, moi que je trouve plutôt sympa. Le second concept considère que le bruxisme du sommeil est une manifestation exagérée d'une activité musculaire normalement observée au cours du sommeil. On aurait là un trouble du contrôle de ces mouvements, notamment par un dérèglement du système dopaminergique. Et la suspicion ou le diagnostic objectif d'un bruxisme du sommeil doit faire rechercher un trouble du sommeil comorbide parce que sa prise en charge est susceptible de l'améliorer. On y reviendra tout à l'heure dans les bilans. Actuellement, on pense que les mécanismes dopaminergiques sont impliqués dans la pathogénèse du bruxisme, du fait du rôle de la dopamine dans le contrôle des mouvements stéréotypés et des autres troubles moteurs du sommeil. D'autant plus qu'en cas d'anxiété, on a des grandes quantités de dopamine qui sont produites, comme pour préparer les muscles à une action rapide. Et puis d'autres neurotransmetteurs seraient également impliqués, comme la noradrénaline, la sérotonine ou l'histamine. On ne peut pas affirmer une responsabilité unique, mais c'est certain que d'une part, ils vont faciliter les mouvements masticateurs et d'autre part, promouvoir les phénomènes d'éveil et de micro-éveil. Et puis, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent déclencher ou favoriser le bruxisme, les facteurs allergiques. On a montré que le bruxisme du sommeil était 3 fois plus présent chez les enfants allergiques et que lorsqu'un traitement est instauré, il diminue, voire disparaît. L'hypothèse, c'est que ces troubles ventilatoires entraînent une hypoxie et que l'enfant va fonctionner de façon encore plus archaïque et activer les mécanismes de réflexe de survie. Et en plus, la ventilation orale entraînant une sécheresse buccale, le bruxisme va permettre de réactiver la sécrétion salivaire. C'est pareil, le reflux gastro-œsophagien intervient comme un déclencheur d'épisodes de bruxisme. Et là, le serrement de dents est concomitant à une sécrétion salivaire et une forte déglutition, ce qui permettrait de rétablir le pH intrabuccal. On incrimine également des facteurs posturaux, là encore en lien avec un trouble de la ventilation. C'est-à-dire que l'hyperextension cervicale des ventilateurs buccaux et la sursollicitation des abaisseurs de la mandibule provoquent à la fois une modification de la posture mandibulaire et donc des contacts dentaires et une hyperréactivité compensatrice des élévateurs. Bon, ça reste à creuser un petit peu comme piste. Hein. Et puis, comme facteurs, on les a évoqués tout à l'heure, tabac, alcool et tous les psychostimulants dopaminergiques, comme l'amphétamine, qui accentue le bruxisme. Voilà ce qu'on peut dire sur l'étiologie du bruxisme. Alors, les conséquences cliniques. D'abord, ce qu'il faut quand même savoir, bien avoir à l'esprit, c'est que seuls 6% des bruxeurs développent à moyen ou long terme des pathologies orofaciales. Alors, ces conséquences, on va les retrouver, eh bien, d'abord au niveau des structures dentaires. Hein, c'est un facteur de risque sévère pour les éléments dentaires, surtout lorsqu'il s'agit de prothèses.
Ça va de la simple apparition de facettes d'usure jusqu'à des plages d'abrasion plus larges avec la destruction de la dent et une position mandibulaire perturbée et instable par perte des guidages canins. On voit bien ce monsieur, hein, il a bien fait le job, les dents sont parfaitement alignées. Et du coup, la mandibule, voilà, du mal à trouver sa place. Ensuite, eh ben, on aura des conséquences, bien sûr, au niveau musculaire. Chez 54% des bruxeurs, on retrouve une hypertrophie des masséters. On aura également une hypertonie des muscles élévateurs de la mandibule. Les patients bruxeurs se plaignent fréquemment de douleurs, hein, de difficultés à ouvrir la bouche, notamment au réveil. C'est un assez bon signe diagnostique d'ailleurs. Ils peuvent se plaindre d'otalgie, de sensation d'oreille bouchée du fait d'hyperpression intra-articulaire, et ça d'autant plus que leur condyle est en position postérieure. Et puis, parfois même, on voit des pseudo-parotidites, tellement le masséter est hypertonique qui va jusqu'à bloquer le canal de Stenay. On évoque aussi un lien possible avec certains acouphènes. Alors, effectivement, hein, comme les muscles de la mâchoire et ceux de l'oreille interne sont innervés par le fait jumeau, le bruxisme pourrait se répercuter au niveau auditif. Et la tension présente au niveau de l'appareil masticateur pourrait induire une hypertonie réflexe des muscles de l'oreille. Alors, c'est sûr qu'avant tout, les acouphènes sont liés à un problème ORL. Hein. Mais c'est vrai aussi que chez certains patients, on arrive à améliorer les symptômes. Il y a un docteur Batifol à Montpellier qui a fait une étude sur 17 patients souffrant d'acouphènes résistants au traitement. Elle leur a injecté de la toxine botulique au niveau des masséters et les résultats étaient, on va dire, plutôt très encourageants. Voilà, donc ça peut parfois être une piste pour ces patients qui sont très désarmés. Le bruxisme peut également avoir des conséquences au niveau articulaire. Hein, certains auteurs considèrent que c'est un facteur de prédisposition ou de déclenchement ou d'entretien d'un dysfonctionnement de l'appareil mouvement-éducateur. Bon, ce rôle est discuté. Hein. Cependant, de toute façon, on peut avoir les deux dysfonctionnements. C'est compliqué d'individualiser un facteur étiologique unique, mais finalement, on traite globalement le patient. Et on peut avoir donc évidemment des douleurs au niveau articulaire, une perturbation de la cinétique mandibulaire qui va être limitée et ou déviée, et puis des bruits articulaires. Parce que ce qui se passe, voilà, je vous ai mis ces deux photos. Alors, ici, c'est une ATM. Vous savez qu'entre les deux pièces osseuses, voilà, vous avez un disque qui accompagne le mouvement, qui améliore, entre autres, la congruence articulaire. Mais enfin, bon, il y a bien d'autres fonctions. Donc voilà, je vous l'ai mis en jaune, et puis en bleu, vous avez le condyle. Ça, c'est quand tout va bien, bouche fermée. Et vous voyez que le disque chapeaute bien la tête du condyle. Lorsqu'on a une désunion condylo-discale, eh bien, les rapports donc, entre le disque et le condyle sont altérés. Le disque est parti en avant, le condyle est postériorisé. Et dans ces cas-là, soit à l'ouverture buccale, soit votre condyle repasse sous le disque, et dans ces cas-là, l'ouverture buccale est déviée et ça fait clac. Soit il n'arrive pas à repasser sous le disque et on a une ouverture buccale qui va être limitée en général à 2 cm, 2 cm et demi. Voilà ce qui peut se produire. Mais bon, le bruxisme n'est pas seul responsable. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan chez un bruxeur? Eh bien, d'abord, on va lui poser des questions. On essaye de mettre en évidence ce bruxisme.
Est-ce que quelqu'un vous a entendu grincer des dents? Est-ce que votre mâchoire est fatiguée, douloureuse le matin? Est-ce que vous avez mal à la tête au réveil, l'impression d'avoir l'oreille bouchée? Est-ce que vous êtes conscient de serrer vos dents pendant la journée? Et là, très souvent, les patients vous disent: «Ah non, non». Puis la fois d'après, ils disent: «Ah bah oui, vous avez raison. En fait, oui, je serre tout le temps les dents». Voilà, donc on essaye de mettre en évidence le bruxisme et de faire prendre conscience aux patients d'une éventuelle mauvaise habitude. Bien sûr, on lui fait ouvrir la bouche. Hein. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans cette bouche? Eh bien, une ligne blanche de morsure à l'intérieur des joues, la marque des dents sur la langue, et puis cette usure anormale des dents, hein, des bris dentaires, éventuellement des signes gingivaux. Au niveau musculaire, on va retrouver l'hypertrophie qu'on évoquait tout à l'heure, des contractures musculaires au niveau des masséters, des ptérygoïdiens, des cordes au niveau très caractéristique au niveau du muscle temporal. Et puis, on n'oubliera pas les muscles de la région cervicale, les trapèzes, les scomes et les muscles sous-occipitaux qui sont en général ultra douloureux en cas de bruxisme. Sur le plan articulaire, on évalue la cinétique mandibulaire. On peut avoir une limitation d'ouverture buccale qui peut être d'origine musculaire ou articulaire. Normalement, l'ouverture buccale, c'est 4,5 cm, c'est-à-dire on évalue avec 3 travers de doigts. Hein, c'est l'ouverture normale. Cette limitation, elle peut être d'origine musculaire en cas de trismus. Hein. C'est pas rare de voir en période d'examen, par exemple, au moment du bac ou des concours de médecine, des jeunes qui arrivent et qui n'arrivent plus du tout à ouvrir la bouche. Ils ont tellement serré pendant la nuit que le matin, le muscle est complètement tétanisé. Là, la kiné marche bien. Hein. En 1-2 séances, on a des résultats spectaculaires. Donc, bilan articulaire, on évalue la cinétique mandibulaire, l'amplitude de l'ouverture buccale, d'éventuelles déviations, d'éventuels bruits articulaires. Je ne reviens pas là-dessus. On fera également un bilan de l'occlusion. C'est important parce que même si le rôle de l'occlusion dans la physiopathologie du bruxisme est aujourd'hui minimisé, il faut quand même garder à l'esprit le caractère potentiellement pathogène de certains troubles occlusaux, en particulier lorsque les contacts dentaires sont prolongés. Hein. Et certaines malocclusions sont des facteurs de risque, hein, à savoir par exemple les occlusions en classe 2-2, quand on a ce qu'on appelle une supraclusion avec un verrouillage mandibulaire excessif, ou alors, à contrario, en cas de béance, quand on a une modification des appuis vers l'arrière. Et puis, bon, on a vu que la dyspraxie linguale et les troubles ventilatoires qui sont associés font partie des facteurs étiologiques ou fréquemment associés retrouvés chez les patients bruxeurs. Ces troubles fonctionnels sont incriminés à plusieurs niveaux. Hein. Déjà par leur rôle dans l'apparition des dysmorphoses. Donc, on vient de voir que certains troubles occlusaux pouvaient majorer les effets du bruxisme, mais également de par leur impact sur la posture mandibulaire et de par leur rôle dans les syndromes d'apnée du sommeil. Alors, même si vous n'êtes pas spécialiste, quels signes peuvent vous alerter? Par exemple, c'est en fait à chaque fois que la langue sort de la boîte à langue, hein, c'est-à-dire une langue au contact des dents ou interposée au repos, une pulsion linguale à la déglutition, une participation des muscles fauciers à la déglutition, une ventilation buccale, une inocclusion labiale, la persistance des habitudes de succion chez l'enfant, etc., etc. Et puis, bien sûr, dans la mesure où le bruxisme est considéré comme un trouble du sommeil
est fréquemment associé au syndrome d'apnée du sommeil. On recherchera aussi les signes d'alerte d'un syndrome d'apnée du sommeil avec des questions simples. Là encore, c'est pas la peine, on n'a pas besoin d'être spécialisé dans un premier temps. Vous demandez à votre patient s'il ronfle, s'il a tendance à somnoler, à s'endormir, s'il est irritable. Et ça, d'autant plus qu'il est légèrement en surpoids. Chez l'enfant, on sera particulièrement attentif s'il a ce faciès caractéristique des respirateurs buccaux, c'est-à-dire la face longue, les yeux cernés, la ventilation bouche ouverte, si c'est un enfant agité qui vous démonte le cabinet en 5 minutes. Voilà, tout ça sont des signes d'appel. Il y a quand même un problème encore aujourd'hui de diagnostic des syndromes d'apnée du sommeil chez l'adulte et chez l'enfant. Chez l'enfant, ce sont quand même des pathologies qui ont des conséquences redoutables. J'ai plein de trucs qui s'allument, excusez-moi. Qui ont des conséquences redoutables chez l'enfant au niveau de son développement à la fois squelettique et intellectuel, cérébral. Donc c'est important, c'est une vraie responsabilité de santé publique de les diagnostiquer et de les orienter. Après, vous orientez vous posez la question, puis vous orientez chez le généraliste, et puis après, les choses suivent leur cours. Chez l'enfant, le traitement des troubles respiratoires obstructifs du sommeil sont souvent assez simples. Ils réagissent très bien à l'expansion palatine ou à l'ablation des amygdales. Donc, c'est un petit peu dommage de passer à côté. Voilà. Et puis, pour terminer le bilan, eh bien, on recherche les facteurs étiologiques favorisants. Est-ce qu'il y a un reflux? Est-ce que votre patient prend des médicaments susceptibles d'induire le bruxisme? Et puis, est-ce qu'il y a des pathologies neurologiques ou allergiques? Alors, pour résumer, donc, il existe en réalité un bruxisme qui est physiologique et un bruxisme qui est pathologique. Nous, on prendra en charge les bruxismes exagérés, un bruxisme physiologique, mais en présence de structures fragiles, ou alors un bruxisme qui s'avère être un symptôme d'une pathologie générale, comme le SAHOS, des troubles de la ventilation, des allergies chroniques ou une anxiété majeure. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à un patient qui se plaint de bruxisme? Du moins, lorsqu'on pense que le bruxisme peut être impliqué dans une symptomatologie douloureuse ou limitante. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement spécifique et définitif du bruxisme. Les différentes thérapeutiques sont orientées sur la prise de conscience et un changement des habitudes du patient, et puis sur la prise en charge des conséquences sur les structures dentaires, sur l'appareil manducateur, et puis bien sûr sur la cessation des douleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en kiné? Alors, la première chose à faire, c'est de rassurer. Il faut dédramatiser. Comme dans beaucoup de pathologies, l'angoisse du patient est souvent due à son interrogation sur la gravité ou non de sa maladie. Donc, on utilise des mots simples pour le rassurer, pour l'informer que, par exemple, on peut lui dire que le bruxisme, c'est fréquent, insister sur le fait que les articulations temporomandibulaires sont dotées d'un pouvoir adaptatif très important, que ce n'est pas héréditaire, donc pas une fatalité, enfin, bon, etc. Tout ce qui peut rassurer le patient peut être dit. Et puis, il faut qu'il prenne conscience de ses habitudes nocives. Voilà, il doit se poser le plus souvent possible ces questions. Mes dents sont-elles serrées ou pas? Ma mâchoire est-elle détendue? Dans quelle position se trouve ma langue? Et puis essayer d'identifier les moments où il serre les dents au cours de la journée.
Et une fois qu'il sera conscient de sa fonction, il pourra limiter au maximum le serrement de ses dents, essayer d'adopter une posture d'équilibre, lèvres jointes au repos, un bon maintien de la tête et du cou. Voilà. Et puis, on peut lui expliquer aussi des techniques simples de relaxation. Après, il faut faire attention. Parfois, les patients vous disent « Ah oui, j'ai trouvé un truc pour ne pas serrer les dents. Je mets la langue entre les dents. » Non, ça ne va pas du tout. On se bat pour que la langue reste au palais. Il ne faut pas qu'il remplace le bruxisme par un autre dysfonctionnement. Voilà, donc, première chose, rassurer, dédramatiser, et puis la prise de conscience. Deuxième étape, eh ben, bien sûr, on recherche le relâchement musculaire grâce aux techniques qu'on connaît bien, le massage, des muscles élévateurs, des muscles cervicaux, massage endobuccal également, étirement du masséter, les techniques neuromusculaires de relâchement, contracter, relâcher, les techniques de John, etc. Et éventuellement l'application de chaleur. L'objectif, c'est de soulager, mais aussi de rompre le cercle vicieux dans lequel la douleur provoque des spasmes, le même générateur de douleur, etc. Je vous ai mis là, sur cette diapo, voilà, ces jolis schémas pour vous remettre en tête le trajet des muscles. Ici, le masséter. Vous avez, qui suit le même trajet, mais en interne, le petit ptéroïdien inframoral. Ensuite, le ptérygoïdien latéral qui est ici, muscle très important, stabilisateur du disque qui intervient dans tous les mouvements mandibulaires. Et puis, le temporal. Ensuite, si le bilan le nécessite, eh bien, on essaiera de réharmoniser la fonction articulaire pour récupérer une ouverture buccale normalisée en amplitude et en direction par des techniques de décoaptation, démobilisation active aidée, et puis un travail de recentrage devant un miroir et des exercices quotidiens. On a en général des effets qui sont rapides, mais ça dépend un petit peu du problème et aussi de la participation du patient. Parce que notre dernière étape, c'est d'arriver à contrôler la situation et rendre le patient acteur de sa guérison. Ça veut dire qu'il faut lui enseigner des exercices simples qu'il va pouvoir réaliser quotidiennement, matin et soir. Voilà, pour se rééduquer. On lui donne également des conseils d'hygiène de vie, d'éviter les excitants, avoir une activité physique régulière, enfin bon, tout ça, vous savez. Et puis, si le contexte le nécessite, en fonction du bilan, eh bien, on lancera une rééducation des fonctions linguales et ventilatoires. Voilà, mais ça, je passe un petit peu vite parce que ça demande un petit peu plus de temps pour détailler tout ça. L'autre moyen qu'on a pour lutter contre le bruxisme, c'est la gouttière, la fameuse gouttière, qui est un traitement très, très classique et qui a pour but de protéger les dents, de diminuer la tension musculaire, d'augmenter la dimension verticale d'occlusion, donc de décharger l'articulation temporomandibulaire. Ces gouttières, elles ont également pour but de diminuer le réflexe neuromusculaire pathologique et de faire disparaître les malocclusions. C'est un moyen de reconditionnement neuromusculaire qui est assez simple. Ce sont des gouttières thermoformées, transparentes, dures, sinon le patient risque de les mâchouiller toute la nuit, le plus mince possible, et qui recouvrent la totalité de l'arcade. Alors, elles peuvent être mandibulaires ou maxillaires, peu importe. Moi, je trouve que c'est plus confortable quand on les met en bas.
parce que ça permet de laisser de la place au palais pour que le patient puisse positionner sa langue. Elles se portent principalement la nuit et leur efficacité, elle est maximale au début de traitement et puis elle se délite un petit peu avec le temps. C'est pour ça que ça ne sert à rien de les garder à vie. En termes de coûts, alors, normalement, elles sont remboursées à 172 €. Ça, c'est le tarif sécurité sociale pris en charge à 100%. Après, souvent, les dentistes facturent plus parce que ça leur prend du temps. Il faut faire les empreintes, après, il faut deuxième visite pour faire l'essayages, et puis parfois, il faut refaire des petits réglages entre, etc. Donc, ça, souvent, je vous lis, ça leur casse souvent un petit peu les pieds. Donc, ils ont tendance à facturer entre 300 et, allez, en gros, 450. Les inconvénients de la gouttière, alors, chez certains patients, c'est la tolérance. Si elle n'est pas bien adaptée, ils peuvent se blesser. Elles entraînent une hypersalivation. Chez certains, une sensation d'étouffement, ils ont peur de l'avaler, etc. Dans ce cas-là, il ne faut pas insister. Et puis, autre inconvénient, c'est l'habituation. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, le patient s'habitue et ça n'a plus le même effet. Alors, je vous ai mis ici, voilà à quoi ça ressemble, une gouttière. Et puis, on évite tous les trucs qu'on trouve sur Internet, pas cher, qui, soi-disant, il suffit de tremper dans l'eau bouillante. On est modèle sur sa denture. Ça ne marche pas du tout, c'est mou, c'est pas adapté, c'est à oublier. Voilà, donc la gouttière, plutôt une bonne aide. Un autre grand classique dans le bruxisme, c'est la toxine botulique, qui permet, ça vous savez, qui entraîne une paralysie temporaire des muscles et qui disparaît en 3 à 6 mois. Alors, les injections, elles se font le plus souvent au niveau des masséters, mais ça peut être les temporaux, oui, le périgoïdien latéral, les scomes et parfois les trapèzes. Bon, l'effet est intéressant. On a une disparition de la sensation de striction maxillaire en quelques jours, donc un allègement des contraintes au niveau des ATM, relâchement des tensions. On a l'effet, regardez là, on voit très bien chez cette dame, on a l'effet de l'hypertrophie qui disparaît. C'est assez efficace. C'est particulièrement indiqué, bien sûr, quand il y a un délabrement dentaire. Et ça peut permettre le désengrammement du bruxisme. Alors, ces injections, il y a quand même des inconvénients. C'est que, elles doivent être réalisées par des spécialistes, chirurgien maxillofacial ou un neurologue. J'imagine que certains dentistes le font. Mais d'abord, ça coûte quand même très cher. Il faut, pour injecter des masséters, il faut à peu près 4 flacons. Ça fait à peu près un prix de revient de 400 €. Si vous rajoutez les honoraires du praticien, voilà, on arrive vite à 500-600 €, mais des fois, ça va beaucoup, beaucoup plus haut, non remboursé. Donc, c'est un problème quand on sait qu'il faut renouveler l'injection au moins 2 fois par an. Il faut un praticien expérimenté. Il faut trouver la bonne dose, il faut piquer aux bons endroits. Il faut une espèce de… Voilà, c'est bien d'avoir l'habitude. Il y a des effets indésirables qui sont transitoires, au-delà de l'inefficacité quand on met pas assez de produits. On peut avoir une espèce de fatigue musculaire qui va se traduire par une gêne masticatoire ou alors le creusement des joues. Quand on injecte les trapèzes, c'est aussi un petit peu compliqué. On a parfois des patients qui n'arrivent plus à tenir leur tête, ce qui est quand même assez gênant pendant quelques semaines. Heureusement que l'effet est transitoire. Voilà. Et attention, pas de massage en post-injectionnel pour éviter que le produit ne diffuse au tissu voisin.
hein. Donc, pas de massage pendant 3 à 5 jours. Mais on a des bons résultats avec la toxine botulique, hein. Franchement, sur certains bruxismes, c'est super. Alors, pour contourner l'aspect financier, certains patients vont font les injections à l'hôpital. Alors, il faut qu'il y ait un service hospitalier, maxillo, etc. Mais voilà, là, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Ensuite, il y a l'approche psychocomportementale. Bah oui, compte tenu de l'éthologie liée au stress, on peut proposer une solution thérapeutique comportementale ou psychologique, hein, par le biais d'une approche basée sur la prise de conscience, la relaxation. Alors, ça peut être la sophrologie, la psychothérapie, l'hypnose. Il semblerait que c'est plutôt des bons résultats. Voilà, toutes ces approches sont complémentaires. Les limites, elles sont liées au profil du patient, hein, il y a sa réceptivité ou sa participation. Après, on a quand même dans le bruxisme, comme un peu dans toutes les pathologies, remarquez, hein, des patients qui viennent accro à leur traitement, que ce soit à la kiné, au port de la gouttière ou même du botox. Et c'est vrai que c'est bien de les accompagner vers le sevrage et l'autonomie, hein. Moi, j'ai eu des patients jeunes, adultes, mais qui, depuis des années, 2 fois par an, recevaient leur injection de Botox. Bon, je pense que voilà, là, ce serait peut-être pas mal dans ces cas-là qu'ils soient accompagnés. Et puis voilà, les autres approches, c'est la suppression des excitants, alcool, tabac, café et autres drogues, ainsi que du chewing-gum aussi. Hein, c'est pas la peine, quand on a tendance à bruxer, de mastiquer toute la journée. On traitera aussi un RGO, une allergie. Les traitements médicamenteux, ce n'est pas très, très satisfaisant, hein. Les mieux relaxants qui marchent bien sont plutôt les benzodiazépines. C'est quand même des médicaments qui ont des effets multiples. Donc, voilà, il faut quand même bien poser les indications. Et de toute façon, l'utilisation ne peut être que ponctuelle. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Enfin, je vous ai dit déjà quand même beaucoup de choses sur le bruxisme. Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est ça, hein, c'est que c'est une pathologie fréquente, enfin, c'est un comportement fréquent qu'on retrouve chez 8 à 20% de la population, dont la physiopathologie n'est pas encore clairement établie, même si l'origine centrale fait consensus. Qu'il faut bien différencier le bruxisme de l'éveil de celui du sommeil, que le bruxisme fait partie des troubles du sommeil et peut être relié à un syndrome d'apnée du sommeil, à des maladies neurologiques ou à des prises de médicaments, et que c'est important de le savoir avant de démarrer un traitement. Et puis que la prise en charge sera toujours la moins invasive possible, hein, du comportemental, des explications, de la kiné, et puis la protection des structures dentaires paritaires. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Sophie, j'ai déjà 3-4 questions. Oui. La première question, c'est tu parlais des thérapies psychocomportementales. Oui. Quelqu'un a posé la question s'il y avait eu des études sur les effets de l'hypnose sur le Oui, bruxisme. oui, oui. Alors, il y en a, je ne les ai pas sous les yeux là, mais il y en a pas mal qui ont été faites justement avec l'hypnose et on a plutôt de bons résultats. Ouais, des résultats encourageants. Si la personne est intéressée, je pourrais transmettre Et les. pour les deux types de bruxisme ou juste… Ah, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Précisément, je ne sais pas. Mais oui, vraiment, sur l'hypnose, je le sais, ça marche plutôt mieux que le reste, D'accord. que les autres thérapies comportementales. OK. Et Voilà. j'ai une autre question aussi, c'est est-ce qu'il y a des liens entre bruxisme et reflux? Eh bien oui, c'est ce qu'on D'accord. appelle le RGO, le reflux Ouais. gastro-œsophagien Ça peut être lié complètement. au bruxisme?
Ah, Est-ce qu'un RGO peut être lié à un bruxisme, en fait? C'est la non, question qu'on m'a c'est le posée. contraire. C'est le RGO qui induit le bruxisme, D'accord, c'était qui dans peut les causes, induire dans le les bruxisme. étiologies que tu avais parlé. On pose la Voilà. question Ouais, également ouais. sur, donc ça n'a rien à voir avec le bruxisme, mais ça peut être, c'est lié, sur la mise en évidence d'un apnée du sommeil. Ouais. Comment faire? Et est-ce qu'il est obligatoire de passer une nuit à l'hôpital? Alors, bah, oui, enfin, passer une nuit à l'hôpital, non. Euh, la seule façon quand même, oui, il faut objectiver l'apnée du sommeil. Maintenant, il y a quand même des questionnaires très pointus et quand on coche plusieurs cases, on est quasiment certain du diagnostic. Après, maintenant, ce qu'on fait, en tout cas, ce qui se fait pour les enfants, c'est on les sédate légèrement et on fait l'enregistrement sur 2 heures en cabinet, en clinique. Voilà, c'est quelque chose de, voilà, de beaucoup plus light, beaucoup plus facile à réaliser. Je ne sais pas si ça se fait pour les adultes. Je sais que ça se fait pour les enfants. Alors, moi, ce que je sais, c'est que par rapport au sommeil, Ouais. il y a maintenant de plus en plus de médecins qui sont en libéral, qui sont Oui, spécialisés là-dedans et qui proposent un peu comme des sortes de haltères oui, tout à fait. Tu as pour le raison. CD, mais donc ça peut se faire à la maison aussi, la Ça mise se en fait à la évidence. maison. Oui, 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 tu as entièrement raison. Là, j'y pensais plus. Mais il y a de plus en plus de médecins qui sont équipés, de médecins généralistes. Et ça, c'est vraiment super. Et donc, ils donnent le matériel et on peut faire l'enregistrement à la maison. C'est pas tout à fait aussi complet qu'un vrai, mais quand c'est juste un diagnostic vraiment d'apnée du sommeil, pas d'autres troubles du sommeil, c'est super. Mais il faut le faire, il faut vraiment le faire, hein. Alors, c'est Nono qui a posé la question. Nono, si tu es en Alsace, j'ai des coordonnées à te donner. Si tu es concerné par l'apnée, n'hésite pas à me solliciter par message privé. Ouais, Ségolène ouais. pose la question suivante par rapport aux gouttières de bruxisme. Oui, Est-ce que c'est le même type que ce qui est proposé pour en des traitements orthodontie. orthodontiques comme Invisalign ou des trucs comme ça? Non, elles sont en résine beaucoup plus dure, c'est plus épais, et puis ouais, elles sont plus épaisses et puis elles sont plus, le relief est différent. C'est un petit peu plus épais, hein. Après, Invisalign ne va pas avoir d'action d'effet sur le bruxisme. Par contre, Invisalign protège les dents, hein, chez un bruxeur. Voilà. Et puis, la gouttière de déconditionnement, on n'en a qu'une, hein, on n'en change pas comme dans un traitement orthodontique. C'est pas tout à fait la même chose. Elles sont plus épaisses, plus solides, plus rigides. D'accord. Et chez un enfant de 5 6 ans qui bruxe, quel type de traitement on pourrait leur proposer du coup? Ah, un petit, je dirais que pas de panique. Un enfant qui bruxe, on ne s'affole pas, hein. Ça peut être physiologique. Donc, a priori, on ne fait rien. En revanche, on l'a vu, le bruxisme peut être un drapeau rouge quand même pour un certain nombre de pathologies. Donc, on vérifiera si ce petit ne fait pas de l'apnée du sommeil. Ça veut dire, c'est très simple, hein. Est-ce qu'il respire bien par le nez? Est-ce qu'il a la bouche fermée? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il n'a pas les yeux cernés? Voilà. On fera quand même attention à ça. Bon, et puis bien sûr, resituer aussi l'enfant dans un contexte plus général et affectif, hein, mais ça, bon, je le mets un petit peu de côté, mais essentiel. Un enfant qui bruise, parce qu'on a parfois des parents qui arrivent en panique en disant mon enfant bruise, j'entends à l'autre bout de la maison. Pas de panique. Tant qu'il n'a pas sa dentition définitive, c'est pas grave. Ça peut être un enfant, par exemple, qui ne mastique pas très très bien, hein, qui n'est pas habitué à une alimentation solide, et il va se mettre à serrer des dents ou à claquer des dents, justement pour stimuler la croissance alvéolaire, pour compenser ce manque de stimulation. Ça peut être ça, par exemple. Voilà, donc tant que les dents définitives ne sont pas en place, on ne fait rien, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas un trouble du sommeil à côté, en Et même temps.
Ça, il y voilà. a quelqu'un rebondit aussi par rapport aux réflexes Ouais, archaïques qui sont mal intégrés éventuellement. ouais. C'est Oui, possible ou non? oui, 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 oui. Mais voilà, il faut, enfin, je moi, je dis qu'il faut laisser les petits respirer, les laisser tranquilles. On surveille, on fait de la prévention. Alors, pour en revenir à ma partie, hein, c'est-à-dire qu'on vérifie euh, qu'on le mouche bien, on lui donne une alimentation adulte dès qu'il a 7 ans, c'est-à-dire dès 2 ans, en termes de consistance, hein, j'entends. On supprime progressivement les habitudes de succion, on le fait jouer dehors, on le fait bouger, etc. Et puis on surveille tout doucement, mais voilà, il faut y aller doucement avec les petits. Il faut leur laisser le temps de grandir aussi un peu. Voilà. Enfin bon, voilà, ça c'est mon avis. D'accord. Il y a une thèse qui est sympa aussi, de Claire, là, qui disait que c'était peut-être un moyen de chasser aussi la dentition lactéale. Oui, 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 ils usent leurs dents. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Oui, il y a plusieurs pistes, hein. Donc voilà, on laisse On faire et laisse on faire. vérifie juste qu'il n'y ait pas un trouble respiratoire du sommeil associé, parce que ça en revanche, c'est grave. Il y a Ségolène qui demande si les troubles ventilatoires associés au bruxisme peuvent être un nez bouché en permanence. Est-ce que quelqu'un qui a le nez bouché en permanence, l'étiologie de ce nez bouché est trouble ventilatoire plus bruxisme? Est-ce que c'est possible? Euh, je, je- Alors, je voudrais bien. Est-ce que tu peux repréciser la question, que je la comprenne Ça, c'est bien? les inconnus qui disent ça. Vous pouvez répéter la question? Donc, la réponse, c'est Stéphanie de Monaco. Non, Faut bien peut-être. est-ce que les troubles ventilatoires associés au bruxisme Peuvent être peuvent... induits par un nez bouché, Voilà, mais complètement. en permanence. Ah, mais complètement. Il faut traiter les allergies. La respiration doit être naso-nasale. Il n'y a pas à discuter. Donc, si l'air ne passe pas dans le nez, voilà, on cherche la cause. Donc, si c'est pour un enfant, eh ben, on le mouche, on vérifie, et s'il est tout le temps rhumé, ben, on le mouche encore, on vérifie les amygdales, et puis la position de la langue. Et ben là, du coup, on dévie sur les dyspraxies orofaciales, c'est-à-dire que si la langue est mal positionnée, si elle est basse, on ne peut pas respirer par le nez. Donc, on va respirer par la bouche, donc on va être tout le temps, je fais des raccourcis, hein, donc on va être tout le temps enrhumé, le nez toujours bouché, c'est un nez qui ne se serre pas, les végétations vont se développer, et c'est une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Et du coup, la langue sera toujours mal positionnée, et ainsi de suite. Et donc cette personne peut être amenée à bruxer, on l'a vu tout à l'heure, pour un tas de raisons, parce que la mandibule est mal positionnée, mais aussi parce que la bouche est sèche et que le fait de bruxer permet de réactiver la sécrétion salivaire. Mais aussi, chez un respirateur buccal, d'avancer la mandibule, ça permet d'élargir l'airway. Donc, il faut respirer par le nez, il faut trouver le truc. Ah, c'était Et oui, Ségolène. Ségolène, Je ne sais pas où tu habites, mais peut-être consulter un kiné spécialisé en maxillofacial. oui, et puis un ORL, et puis il faut trouver, voilà, faut trouver un bon ORL, et puis c'est pas normal de respirer par le nez, et qu'il soit Euh, toujours bouché. Voilà. la position de la langue la nuit, et pourquoi pas le jour aussi, Oui, du oui. coup, c'est quoi la bonne position? Alors, la bonne position au repos, la langue est détendue, elle occupe tout l'espace buccal, et la pointe de la langue est au contact du palais, juste derrière les dents, sur ce qu'on appelle les papilles palatives. Voilà, sans effort, hein, la langue est détendue et elle est au contact du palais. Les dents, les lèvres sont closes et les dents sont espacées de 2 mm à peu près. Ça, c'est la position de repos mandibulaire, c'est la bonne position de la langue qui permet de respirer par le nez et de déglutir en position physiologique.